Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast Histoire du terroir où j'ai le plaisir d'interviewer Alice de la marque de laine à pleine main. Je suis Solène Leroux ou Solène Knits, designeuse et créatrice d'événements autour du tricot. Mon but est de vous inspirer dans vos propres créations, de vous donner les moyens de progresser et de créer des tricots dont vous êtes fiers et que vous allez aimer porter pendant longtemps. Avec ma dernière collection de modèles terroirs, je me suis lancée dans une exploration des laines naturelles locales françaises pour vous faire découvrir les belles personnes qui les produisent. Dans la collection, vous pouvez retrouver ce châle Pieris, créé en collaboration avec À Pleine Main dans sa base ariégeoise, teinte à la main avec des teintures naturelles dont elle va vous parler plus en détail dans cette interview. Bonjour, nous sommes avec Alice de À Pleine Main qui va nous parler de teinture naturelle, de laine naturelle et donc avec qui j'ai collaboré pour le design de mon châle Pieris qui est ici. Hop. Super. Voilà, donc avec ta base ariégeoise, ouais, ariégeoise beige, qui là est teinte avec du cachou et du lac. Alors donc déjà, pour commencer, je vais te demander de faire une petite présentation. Très bien. Donc je m'appelle Alice, je suis teinturière en teinture naturelle depuis 2 ans. Je suis historienne d'art de formation initiale et c'est peut-être ça et mon goût pour les choses manuelles depuis l'enfance qui m'ont conduit entre autres au filage puis à la teinture grâce à toutes les rencontres qu'on peut faire dans la communauté du tricot qui finalement est assez fabuleuse parce qu'elle est très pleine d'échanges et de partage et que les savoirs circulent avec, je trouve, une certaine facilité. Et c'est comme ça que, grâce à une rencontre, j'ai pu commencer à expérimenter la teinture naturelle. Et puis cette activité m'a énormément plu et j'étais à la recherche d'une activité artisanale pour compléter une autre activité qui est une activité plus intellectuelle. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ces 2 piliers pour me sentir équilibrée. Et donc, j'ai décidé de lancer À Pleine Main avec ce sous-titre La fibre artisanale pour teindre et proposer des fils le plus naturel possible, avec une attention à la sélection des fils et puis une attention aussi aux plantes et aux modes de teinture pour être le plus naturel et respectueux à la fois de l'environnement mais aussi des éleveurs qui produisent la laine, des gens qui produisent les fils et puis ensuite des gens qui tricotent et que faire des ouvrages qui soient à la fois durables et beaux et faire redécouvrir aussi des laines qu'on a un peu oubliées puisque la filière laine française a été un peu déstructurée, on va dire, dans les 50 dernières années et qu'aujourd'hui elle s'efforce à renaître et de participer à ça, c'est très enthousiasmant. Voilà. Tu parlais un petit peu de tes choix de matières les plus naturelles possibles. Oui. Et comment ça s'est passé en fait? Comment tu as trouvé donc ces producteurs de laine avec qui tu as souhaité travailler? Comment tu as choisi tes bases Alors en fait, au début où j'ai décidé de lancer À Pleine Main en tant que marque de laine commerciale, je suis allée à Felletin, aux Journées nationales de la laine. J'avais déjà fait un peu de repérage comme ça sur internet et en me renseignant. Et mon objectif, c'était que j'avais très envie de teindre des fils français. Et donc à Felletin, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les gens de laine paysanne qui ont donc développé un circuit court en Ariège où dans un périmètre relativement restreint, l'élevage des brebis a lieu, et puis une grande partie de la transformation du fil. Et donc ils font à la fois du fil à tricoter et puis des objets finis, tissés ou tricotés. Et voilà, et ça a été une chouette rencontre. J'ai acheté de quoi échantillonner, tester, etc. Et puis ensuite, le fil ayant fait ses preuves,
j'ai commandé des quantités suffisantes pour pouvoir commencer à travailler des vraies gammes de couleurs à partir de ce fil. Et ça a été un vrai plaisir parce que ce que j'ai beaucoup aimé, en plus de cette démarche de circuit court, c'est que chez Laine Paysanne, il y a donc plusieurs couleurs de fil. Il y a un fil blanc, un fil beige, un fil gris, et que donc ces nuances de fil permettent d'obtenir de la profondeur dans les couleurs qu'on teint. Et ça donne une vie supplémentaire. Déjà que les couleurs naturelles sont des couleurs qui sont assez vivantes, qui sont très différentes quand on les voit à la lumière du jour ou à la lumière électrique, enfin voilà, qui bougent dans le temps et qui bougent avec l'éclairage. Elles sont difficiles à photographier. Elles sont très difficiles à photographier et voilà, elles peuvent être très subtiles. Mais voilà, ce jeu avec la profondeur du fil que j'avais pu expérimenter avec d'autres fils que j'avais eu auparavant mais qui n'avaient pas cette provenance aussi locale, voilà, pour moi ça a été formidable de pouvoir travailler avec eux et de teindre ce fil-là. Alors dans les gammes de fils que je teins, j'ai privilégié des fils français, je me fournis aussi chez d'autres fournisseurs. J'ai aussi quelques fils qui viennent d'un peu plus loin parce que la filière française étant ce qu'elle est, il manque parfois un peu des maillons de la chaîne. Et il y a notamment un mouton anglais que j'aime beaucoup qui est le Blueface Leicester. Et ça je ne peux pas me priver d'en teindre parce que c'est une espèce d'affinité qui vient aussi du moment où j'ai appris à filer. Et le Blueface Leicester à filer c'est très agréable. Et à teindre c'est très agréable parce que c'est très lustré. Donc ça donne un fil assez brillant. Donc voilà, j'essaye, tout en restant très raisonnable sur le périmètre d'action, d'avoir une gamme un petit peu variée de fils qui vont grosso modo du fil dentelle au fil à chaussettes en passant par les fils pour les pulls, voilà, et d'avoir un tout petit peu de tout ça. Et je ne m'interdis pas de faire encore évoluer la gamme dans le temps pour avoir vraiment allé vers des fils toujours plus respectueux, toujours moins traités et toujours plus locaux. C'est vraiment, à terme, c'est mon objectif, c'est d'être dans quelque chose de très choisi, d'assez conscient et voilà, et d'un peu unique. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est la couleur beige. Beige. C'est le beige qui donc a été teint avec un double bain de cachou et de lac. Donc le cachou, c'est un arbre. Et donc on teint avec, alors je ne sais plus si c'est l'écorce ou le bois, je dois avouer que là j'ai un trou. Et le lac c'est un insecte voisin de la cochenille mais qui lui fait une sorte de résine. Et l'un est un peu orangé, l'autre plutôt donne des roses. Et là on a, voilà, ça donne un mélange qui donne une sorte de vieux rose. Qui est très subtil et c'est vrai que et ça a été un grand plaisir de rechercher parce qu'on avait commencé avec un tout petit échantillon, tu m'avais dit cette couleur là me plaît beaucoup et donc voilà, ce qui est difficile avec moi c'est que souvent je fais des bains uniques. C'est un peu toujours les surprises de la marmite parce que j'essaye toujours d'aller jusqu'à l'épuisement de la couleur dans les bains pour ne pas gaspiller de matières premières parce que le but c'est pas... Enfin voilà, quand on est dans une démarche consciente, on essaye d'aller aussi au bout de ces bains de teinture. Et donc c'était un peu une expérimentation ce petit bout de rose que tu avais vu. Et donc voilà, il fallait le refaire et j'ai un peu bidouillé, mais j'ai fini par trouver. Donc maintenant j'ai la recette. C'était très réussi en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Et au niveau de la teinture en elle-même, j'avais entendu que la teinture naturelle c'est assez gourmand en eau en fait. En tout cas c'est des logiques différentes au niveau du processus par rapport à quand on teint avec des pigments chimiques. Ouais. Alors effectivement c'est un peu plus... Alors on peut au mieux essayer d'être économe en eau. Mais c'est vrai qu'il y a de toute façon une étape qu'on se rajoute par rapport à la teinture chimique, c'est l'étape du mordançage, puisque la plupart des matières, des teintures naturelles ont besoin d'une laine mordancée, c'est-à-dire dont les fibres sont préparées pour le mieux possible fixer la teinture. Et donc cette étape de mordançage, ça se fait aussi dans un bain,
Donc il faut un bain de mordançage, donc c'est une étape de plus avec donc une cuve en plus d'eau et d'alun. Alors il y a plusieurs types de mordançage, mais le mordançage classique c'est alun et crème de tartre, ou alun tout seul, ça peut tout à fait suffire. La crème de tarte, c'est plutôt un adjuvant qui permet de garder la douceur des fibres. Moi, je trouve que c'est surtout ça que ça apporte. De l'expérience que j'en ai, ça ne modifie pas énormément la couleur, mais c'est plus sur la douceur et le moelleux des fibres une fois fini le processus de teinture. Donc il y a ce bain de mordançage dont on peut... moi, je sais que je fais des bains de mordançage à froid pour être économe déjà en énergie. Et donc je laisse plusieurs, enfin voilà, ça fonctionne en laissant les écheveaux plusieurs jours dans un bain. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, mais c'est moins gourmand en énergie. Et puis ensuite, une fois qu'on a mordancé, on peut rincer. Et puis après, on peut passer dans le processus de teinture. Donc là, le processus de teinture, il est lui aussi un peu gourmand en eau, puisqu'il faut extraire la couleur des plantes, donc il faut faire une décoction, comme on ferait une énorme tisane. On met ses plantes, on met de l'eau, on fait chauffer jusqu'à une certaine température suivant les plantes, et puis ensuite on filtre pour récupérer la couleur, mettre les plantes de côté. Souvent on peut obtenir une deuxième décoction pour obtenir un deuxième bain qui sera moins intense, mais ça permet aussi d'épuiser la couleur dans les plantes. Et donc une fois qu'on a filtré ces décoctions, on teint. Donc là, pareil, cuisson, donc ça c'est très similaire à la teinture chimique, sauf que effectivement, de l'expérience que j'ai de la teinture chimique, qui n'est pas très développée, mais à partir du moment où vous avez atteint 80 degrés, c'est bon, les couleurs elles ont pris. En teinture naturelle, parfois il faut rester en dessous de 80 degrés, parfois il faut aller au-delà. Ça dépend un petit peu de la couleur qu'on veut avoir. Donc c'est moins précis. C'est moins précis, voilà, et enfin, ou ça demande d'être plus attentif. La garance pour ça est assez complexe parce que il ne faut pas chauffer trop, sinon on passe du rouge au marron. D'accord. Et une fois que c'est devenu marron, on ne revient pas au rouge. donc voilà, et puis après il faut attendre que ça refroidisse, et puis il faut rincer, essorer, rincer, et laver pour stabiliser les couleurs, et puis pour bien rincer, parce que souvent on a beau filtrer les décoctions, il y a des petits fragments de plantes qui sont restés dans le bain et qui se sont accrochés dans la laine, et donc c'est mieux d'avoir un processus de rinçage, lavage bien, un peu approfondi, pour être sûr que quand vous allez le tricoter, le mettre en plot, vous n'allez pas avoir trop de petits débris végétaux qui vont sauter partout. Voilà. Et puis après, on fait sécher, c'est terminé. Sauf si on fait une surteinture ou une nuance, mais bon, voilà, grosso modo c'est ça. Donc c'est le mordançage en fait qui rajoute. D'accord. Du coup, au final, au niveau du temps, ça te prend combien de temps en moyenne comme pour aller d'un bout à l'autre, ça demande d'anticiper beaucoup. En fait, ça demande de se faire des sortes de les étapes en même temps. Voilà, de rétro-planning, puisque effectivement, on peut pas se dire je vais me faire une journée de teinture si on n'a pas d'écheveaux mordancés. Oui. Donc j'essaye au maximum d'avoir des écheveaux mordancés d'avance. Là, par exemple, récemment, j'ai fait une grosse session de teinture pour le châle. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis étalée sur une grosse dizaine de jours. J'ai mordancé les écheveaux. Donc là, je les ai laissés 2 jours dans le bain de mordançage. Ensuite, je les ai sortis, rincés, séchés. Et puis, la semaine suivante, j'ai pu faire mes sessions de teinture tranquillement. J'avais suffisamment d'écheveaux mordancés pour pouvoir teindre confortablement, et j'ai teint tous les écheveaux que j'avais mordancés. Voilà. Et puis j'en ai teint un petit peu plus parce que certaines couleurs, comme l'indigo, ne demandent pas de mordançage, donc ça j'ai pu faire directement dans la cuve sans mordançage. Voilà. Donc voilà, si on se met à faire de la teinture naturelle, avec moins d'1 semaine devant soi, c'est difficile, honnêtement. Si on veut avoir le plaisir de pouvoir faire les mordançages, les bains de teinture, éventuellement, une fois qu'on a fait un jaune, le faire tremper dans le bleu, ou quand on a fait un rose, le faire tremper dans le jaune pour qu'il devienne orangé. Enfin, voilà, s'amuser, jouer
et pouvoir éventuellement même faire des nuances après, un petit peu de sulfate de fer, un petit peu de bicarbonate de soude, un petit peu de cristaux de soude, et hop, on voit si ça... Plein de chimie. Voilà, un peu de chimie, et voir, voir comment ça bouge, et s'amuser à avoir le maximum de couleurs à partir de parfois juste 2 ou 3 bains différents finalement. Ça c'est génial parce que du coup c'est vrai que ça fait, enfin, au niveau d'économie de la matière Oui. Et de l'eau même, parce que c'est le même voilà, qui exactement. va servir plein de Exactement. fois, et ça permet d'avoir une large palette tout en étant sur finalement des matières de base qui sont parfois peu nombreuses. Ça c'est un jeu très, enfin c'est un jeu où ça peut être c'est un exercice et c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est-à-dire à partir d'une seule plante, avoir plusieurs mordansages différents, faire sa teinture. Déjà on voit, parce qu'il y a le mordansage à la lin, mais on peut faire des mordansages avec par exemple des feuilles de rhubarbe, on peut faire des mordansages avec des plantes tanniques comme de la noix de Galles, enfin voilà, donc on peut s'amuser à faire plusieurs types de mordansages. En teinture, ça va donner différents résultats. Et puis après, on peut faire ces fameux nuançages. Et donc, avec une seule couleur, on va obtenir une gamme qui peut aller, par exemple, du jaune au vert, de l'orangé au moutarde. Enfin, voilà. Et ça, déjà, avec une seule couleur. Oui, voilà. Donc, la teinture naturelle, il y a quelque chose, effectivement, il faut beaucoup aimer l'expérimentation. Et c'est même ça qui est un peu grisant, c'est que on découvre toujours des choses, et parfois, alors avec à contrario, le fait que parfois c'est un peu une surprise et on a parfois du mal à reproduire parce que ça peut aussi être sensible à la qualité de l'eau qu'on a utilisée. Et donc si on a utilisé de l'eau de pluie ou de l'eau du robinet, si on est en région parisienne ou en Bretagne ou dans l'Aveyron, on ne va pas forcément avoir le même résultat, pourtant avec une procédure qui aura semblé absolument similaire. Donc ça c'est l'aléa qu'il faut accepter. Mais oui, on peut faire avec un seul bain, on peut faire une très large gamme de couleurs. Et donc tu utilises de l'eau de pluie aussi Quand j'ai l'occasion, la plupart du temps je suis parisienne, donc malheureusement j'utilise beaucoup d'eau du robinet, mais dès que j'ai l'occasion d'aller notamment dans l'Aveyron chez cette amie qui m'a appris, qui m'a initiée à la teinture naturelle, et voilà, sans qui mon destin aurait été très différent ces derniers temps. Effectivement, on teint à l'eau de pluie et ça donne un résultat qui est différent. Et puis comme dans l'eau de pluie, il y a notamment très peu de calcaire, c'est vrai que la laine, elle ressort beaucoup plus souple, beaucoup plus... Enfin, voilà. Ça change aussi la qualité ça change, moi je trouve que ça change la qualité du résultat. Et puis c'est vrai que je sais pas si, enfin, le fait d'être dans la nature, c'est toujours, c'est des moments où je trouve les choses se passent mieux. Enfin, il y a une sorte de connexion, je pense, avec l'environnement. Et puis ce qui est intéressant quand on est à la campagne, c'est qu'on peut aller collecter des plantes sauvages. Et ça c'est merveilleux parce que donc, du coup on a l'impression de teindre avec le paysage. Et ça c'est très amusant, et ça fait partie de cet effet de connexion qui est très agréable. Ça doit donner des effets, un côté encore plus unique à la laine au final, parce qu'on sait, c'est ça. De pouvoir tracer cette plante ou ces plantes que tu avais récoltées. Oui, ça fait, c'est aussi une façon de comment dire, de garder un souvenir d'un moment, parce que effectivement on peut se souvenir de cette balade, de cette journée où il faisait beau, ou de l'air, enfin voilà, il y a une espèce de côté un peu mémoriel qui est très touchant et très plaisant. Et puis il y a aussi ce que j'ai pas évoqué, qui est assez fabuleux avec la teinture naturelle, c'est que ça a une odeur. Chaque couleur a une odeur différente, puisque chaque plante, quand on fait la décoction, a une odeur différente. Et ça, c'est assez fabuleux, parce que rentrer dans un monde où, une fois que tu as repéré l'odeur de telle ou telle plante,
c'est comme si la couleur, elle avait une odeur. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'atelier et on dit « Ah, ça sent la garance, ça sent la rhubarbe, ça sent la gaude. » Alors, il y a des odeurs plus ou moins agréables, mais il y a des odeurs vraiment très agréables. Lesquelles ? Là, alors, pour moi, en tout cas, la garance et la rhubarbe, c'est le top. Ouais. Ça sent très bon. Un bain d'indigo qui fonctionne bien, ça a aussi une odeur très particulière qui, je pense, pour quelqu'un qui ne sait pas que c'est un bain d'indigo qui va donner un très beau bleu, n'est pas forcément très agréable. Mais dans les faits... Tu sais que ça va donner un voilà, beau bleu. Et alors il y a une espèce de... Yes, ça va bien marcher. Ah, parce qu'il sent une odeur particulière. Voilà, c'est ça. Parce que parce que l'indigo, c'est particulier, c'est un colorant de cuve. Il a besoin d'être privé d'oxygène dans son bain pour s'accrocher à son support. Et donc, il faut que ce bain soit bien anaérobie pour que ça marche bien. Et à ce moment-là, le bain, il a une certaine odeur. Et donc, voilà. Mais je pourrais comprendre que ça déplaise. Je sais que, par exemple, dans ma famille, l'odeur de la gaude n'est pas très appréciée. Et donc, les bains de gaude, je suis sommée d'aller les faire un peu loin. Voilà. Ça a une odeur qui évoque, je sais pas quoi, l'artichaut, ou je sais pas, c'est bizarre. Mais ça proche c'est de la nature. Voilà, oui. Et c'est vrai que pour moi, cette idée que les couleurs ont une odeur et qu'il y a tout ce côté sensoriel, c'est formidable. C'est génial, parce qu'au final, la laine, c'est quand même quelque chose de très sensoriel. Parce oui, qu'on va exactement. Toucher, quand on tricote ou quoi, on va passer du temps avec la laine dans les mains, c'est hyper important. Et du coup, avoir en plus... pouvoir rajouter en plus l'idée que la couleur aussi elle vient d'une plante et qu'elle a aussi son odeur, sa matière, et je trouve que ça rajoute encore plus un côté unique. Oui, tout à fait. C'est vrai que les échevaux fraîchement teints, et parfois même un peu plus longtemps s'ils sont conservés dans un truc bien fermé, ils sentent la plante avec laquelle on les atteint. Donc ça, ça fait partie du plaisir. Ça garde l'odeur après? Pas éternellement, parce qu'avec le lavage, ça finit par partir. Mais quand c'est frais, ça peut la garder un petit peu. Voilà. Et au niveau des matières naturelles, du coup, de la laine, au niveau, je sais pas si tu as testé, j'imagine que tu as testé de teindre avec des teintures naturelles, mais sur différents types de laine. Oui. Et comment ça réagit aussi par rapport à des laines naturelles comme celle-ci, par rapport à des laines plus traitées Alors ça se comporte assez différemment. Déjà, les différents types de laine, même au sein des différentes races de moutons, se comportent relativement différemment. Par exemple, le mérinos prend très bien la couleur, mais il a un rendu mat. Oui. Le Blueface Leicester dont je parlais tout à l'heure, mon mouton chéri, il est brillant, il a un côté illustré, il renvoie la lumière, pas autant que le mohair, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, il donne un aspect légèrement brillant, qui est très... moi qui me plaît beaucoup. Les laines rustiques ont ce petit côté aussi mat, c'est aussi lié à leur préparation cardée, c'est-à-dire que là on n'a pas un fil peigné, on a un fil cardé, donc c'est vrai que ça rend quelque chose de... Le BFL en général il est plutôt peigné. Il est souvent peigné parce que c'est une fibre très longue et que la cardée n'aurait pas vraiment de sens. Elle est plutôt utilisée pour son tombé et son soyeux. Et alors l'alpaga, qui lui peut être assez lustré également, mais lui prend moins bien la couleur. Souvent, si on plonge un écheveau d'alpaga et un écheveau même de mérinos dans un bain, le mérinos va ressortir plus foncé que l'alpaga. L'alpaga absorbe moins de teinture, il a une moins grande affinité tinctoriale que d'autres fils. La soie prend très très bien la couleur, souvent. C'est vraiment là, ça brille, même des soies, des bourrettes de soie, etc. C'est vrai que ça prend très bien la couleur. Les fils traités super rouges, comme ils ont cet effet de surface qui est différent, ils ont plus d'écailles ou des écailles qui ont été soudées.
je ne sais pas trop en fait si les écailles disparaissent ou si elles sont soudées dans le procédé du superwash, mais en tout cas, ça absorbe la couleur de manière absolument dingue. Donc effectivement, l'avantage du superwash, au-delà du fait qu'on peut le laver dans la machine, et au-delà de son désagrément qui est qu'il est quand même traité, il prend très très bien la couleur. Il n'y a pas besoin de le chauffer beaucoup pour qu'il prenne la couleur. Et il n'y a même pas besoin de le mordancer beaucoup parfois. C'est-à-dire que vraiment... il est fait pour prendre la couleur. Oui, entre guillemets, il est fait pour prendre la couleur et on comprend bien pourquoi il est aussi séduisant. C'est qu'il est facile à teindre. Donc pour les teinturières, c'est vrai que c'est un grand soulagement. On n'a pas besoin d'attendre que les mains soient froides pour sortir les écheveaux, etc. Bon, moi, maintenant, je limite l'usage du superwash à la chaussette parce que la chaussette s'égare toujours dans le bac et la chaussette finit au programme à 40 degrés. En tout cas, dans ma famille. Donc, si je veux que la chaussette survive, elle est superwash. Mais c'est tout. Parce que du coup, c'est vrai que par rapport aux teinturières qui vont se tourner vers les laines superwash, toi, tu as pris le parti dès le départ d'aller vers ces matières naturelles, d'aller chercher les laines, et c'est un peu un challenge que tu t'es... Ouais, c'est un challenge que je me suis mis et qui s'est... Alors au début, j'avais une gamme avec davantage de fils superwash, et en fait, plus le temps passe, moins je sens profondément que c'est de ça dont j'ai envie, donc moins j'en aurai. Je pense que j'aurai toujours ce fameux fil à chaussettes parce que c'est quand même super, mais je pense que ça s'arrêtera là, sauf si effectivement je finis par trouver l'alternative dont je rêve pour le fil à chaussettes. Je désespère pas. Avec le Ramini. Avec la Ramini ou avec du mohair. Voilà, il faut que je... Voilà. Parce que c'est vrai que les chaussettes en mohair, ça tient très bien le choc. Moi, j'ai jamais essayé. Par contre, c'est très 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 chaud. Oui. Voilà, mais c'est très agréable. Et voilà, bon, ça c'est des domaines dans lesquels il faut que je cherche. Mais au départ, j'en avais sélectionné davantage. Et puis c'est vrai que je me suis posé des questions. C'est vrai que plus j'ai travaillé avec des laines naturelles, en circuit court, plus j'ai eu envie de m'investir dans cette filière-là, de soutenir le renouveau de la filière laine française. Et donc effectivement, oui, je vais plutôt par là. Mais c'est une sorte de choix naturel et c'est vraiment une activité que je veux faire en accord avec ce que je ressens. Et c'est pour ça que je fais comme ça, à petits pas et en étant le plus en accord avec ce que je voudrais faire à terme, mais avec le fait que j'aimerais beaucoup que la filière laine française elle reparte. Et il y a plein de belles initiatives qui font penser que ça... Voilà, ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de belles choses qui se mettent en place depuis 2 ans, peut-être 2-3 ans. Oui, tout à fait. C'est génial. Et puis parce que ce que je trouve bien dans ta démarche aussi, c'est que du coup ça fait un peu un lien qui commence à se mettre en place entre... parce que je trouve qu'il y avait donc ces démarches un peu de revaloriser la filière laine locale, avec les éleveurs qui se remettent à arrêter de jeter leur laine et la transformer, la vendre, en faire quelque chose. Et de l'autre côté, tout le monde du tricot en ligne avec les laines super wash teintes avec des couleurs super flashy, et c'est bien, mais sauf qu'il manquait, je trouvais, un lien un peu entre les deux, d'avoir aussi des personnes qui teignent des laines naturelles, même si, comme tu le disais, c'est un peu plus un challenge, mais c'est aussi une richesse, quoi, et je trouve ça... Quand on se met à tricoter, je trouve ça génial de pouvoir aussi tricoter la laine qui vient de près de chez nous, quoi, qu'on croise un mouton et qu'on puisse se dire que sa laine est transformée et qu'on va pouvoir éventuellement la tricoter. Et du coup, je trouve ça vraiment super d'avoir fait ce chaînon un peu qu'on n'a pas beaucoup en France, maintenant un petit peu plus. Mais... Oui, on sent que ça se développe et je pense que c'est lié au fait que certains ont été pionniers. Alors c'est vrai que ce qui est difficile aussi, c'est de trouver des fournisseurs qui ont suffisamment de production pour pouvoir en céder une part à des teinturiers. Ou pour les teindre eux-mêmes, ce que certains font, comme, je sais pas, par exemple,
je voudrais froisser personne, donc je ne sais pas si je cite, mais enfin voilà, il y a des gens qui ont intégré, qui élèvent, qui font transformer leur fil et qui teignent derrière et qui commercialisent ce fil. Mais sinon, pour des gens comme moi qui sont teinturiers, la difficulté, c'est de trouver des gens qui ont suffisamment de production pour pouvoir en céder une partie à des teinturiers pour qu'ils puissent travailler. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé chez Laine Paysanne, c'est cette capacité à avoir suffisamment de production pour que moi je puisse en teindre un petit peu, sans que eux, ça les empêche de faire leur propre production. Donc c'est là il y a une difficulté de taille en fait, et c'est ça qui est bien dans le réseau de Laine Paysanne, c'est que c'est une forme de... Je ne sais pas si c'est un système coopératif, je ne connais pas assez bien leur organisation, mais en tout cas voilà, ils ont une production qui est suffisante pour pouvoir fournir à des teinturiers. Et ça c'est formidable. Le fait qu'ils se rassemblent en fait, enfin, je trouve que dans les initiatives, parce qu'un berger seul ou voilà, souvent un troupeau, ça permet de faire une production de fil dans une filature, parce qu'en plus les filatures demandent un nombre de kilos minimum, donc il faut déjà qu'ils l'obtiennent, donc ça demande déjà des troupeaux un peu conséquents, et puis après voilà, il faut qu'il y en ait assez pour que ça puisse être diffusé. Donc ce système un peu coopératif où plusieurs élevages sont mutualisés pour faire un fil, ça c'est formidable. Mais je pense que petit à petit ça va se développer, on voit les initiatives se mettre en place. L'aile ouest en Normandie, voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Et donc je pense que voilà, progressivement. Et puis il y a aussi eu le rôle, je pense, des designers de tricot qui ont remis à l'honneur des types de tricots qui avaient besoin de ces fils. C'est vrai qu'on peut difficilement faire un motif texturé qui tient dans le temps ou des torsades qui tiennent avec des fils qui sont très traités. Les fils superwash, ils ont tendance à se détendre. Et surtout le Merino superwash. Voilà. Voilà, exactement. Et donc, on peut, les points texturés passent, à mon goût, moins bien. C'est pareil pour le jacquard. Apprendre à faire du jacquard avec un fil qui glisse, c'est beaucoup plus difficile. Alors que faire moi, je fais du jacquard avec tout. Mais, mais faire un jacquard avec un fil qui accroche un tout petit peu, c'est d'ailleurs ce qui a fait le grand succès des fils Shetland et du ferraille anglo-saxon. Il y a une envie de redécouvrir des fils plus, entre guillemets, classiques, enfin, qui ont une durabilité dans le temps et une respirabilité qui est vraiment souvent excellente et meilleure. C'est vrai qu'il y a une vraie curiosité dont on n'était pas certaine quand on a commencé à s'intéresser à ces fils-là. C'est vrai que... il y en a qui en font depuis toujours, qui continuent. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où je pense qu'elles ont eu l'impression d'évangéliser dans le désert. Ouais. Et puis je pense aussi qu'il y a eu il y a eu une période sans doute entre guillemets post-mai 68, ou post-période hippie, où l'idée de la laine naturelle c'était forcément au-delà du rustique, pas forcément ni un signe de raffinement, ni de confort, ni d'élégance, etc. Alors qu'aujourd'hui, l'image de ces laines-là est en train de redevenir une image de laine éco-responsable, voilà, et puis saine à tout point de vue. C'est ça, oui. C'est vrai que pour la peau, pour tout, on porte pas de... Enfin, parce que même les superwash qui ont été traités, et tout, là au moins on est sûr que... Voilà. Que des matières naturelles. Exactement. Et c'est vrai que... Et d'ailleurs, on voit la laine d'une manière générale revenir dans l'habitat, dans l'isolation, les couettes en laine. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a une espèce de... Je pense que le matériau est à nouveau chargé positivement et ça contribue à cette redécouverte. Et puis je pense que quand on l'a expérimenté, effectivement, à moins d'être extrêmement sensible,
Après, il y a aussi plein de types de fibres naturelles. Enfin, exactement. C'est les gens qui ont du mal au départ, je leur dis par exemple un mérino, même un mérino d'Arles, ça reste très doux, c'est pas, Oui, pas possible que ça gratte. Non, Sauf non. si vraiment il y a des gens qui ont des allergies ou vraiment des hypersensibilités, mais sinon, oui. Normalement. Oui, non, ça c'est sûr que le mérinos, effectivement, c'est doux, qu'il soit d'Arles ou d'ailleurs. Et effectivement, on a la chance en plus en France d'avoir des mérinos locaux. Le mérinos de Rambouillet, c'est quand même un grand. Voilà, une source. C'est comme ça que le mérinos a été introduit en France et c'est une super fibre. Donc, oui, on a un large choix. On n'a pas que des laines rustiques en France. Quand on dit laine rustique, des fois, voilà, les gens voient tout de suite la vieille grosse laine qui gratte bien, épaisse et tout. Exactement. Qui ressemble à de la corde, mais non. Oui. Et c'est aussi là que c'est important que l'attention à la laine, elle revienne dès l'élevage. C'est parce que finalement, pour faire un fil doux et un fil qui gratte pas, il faut aussi un fil une toison de mouton où il n'y a pas de débris végétaux, ou en tout cas le moins possible. Parce que parfois, ce qui gratte dans la laine, c'est des débris végétaux. Et donc ça, si les toisons sont propres au départ, après les fils sont il faut des animaux bien plutôt élevés en plein air. Exactement, et puis avec effectivement avec des bergers qui savent porter attention aux toisons, mais ça revient. Donc les fils ne font que s'améliorer, du coup. Ça, c'est super. Tout à fait. Ce que je trouve génial aussi, c'est un peu découvrir, au final, toutes les races de moutons qu'on a oubliées, parce qu'avec le 100% laine, oui. On ne sait pas d'où elle vient, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond. Moi en tout cas, je fais plus attention maintenant quand j'ai une laine, surtout une laine rustique, de savoir quelle race c'est. Ça... Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est hyper riche de redécouvrir tout ça aussi, toutes les races qu'on a en France. Oui, parce qu'en fait, les races, elles sont très adaptées à leur milieu. Et la rayole et ses veines, la lacone dans le rayon de Roquefort, elles sont adaptées à leur milieu, elles sont adaptées aussi à la façon dont on les élève, et c'est vrai que ça donne des caractéristiques différentes. Et ça, c'est se dire, voilà, je sais de quel mouton vient ma laine, vient mon fil, et donc je peux dire c'est de la rouge du Roussillon, c'est de la tarasconnaise. C'est ça aussi qui est chouette, entre autres avec laine paysanne, mais aussi avec d'autres, c'est qu'on sait de quelle race ça vient. Et oui, c'est hyper plaisant. Ben oui. Et c'est ce que les Anglais avaient su conserver et que nous, on est en train de retrouver doucement. Mais c'est vrai que oui, ça c'est... Et puis en plus, on peut comme ça éprouver les différentes caractéristiques des différents moutons, parce que c'est vrai qu'il y a de grandes différences, et d'un type de fibre à l'autre, on va avoir du lustre, de l'élasticité, de la résistance, donc ouais, c'est très chouette. Au final, pour moi, je comparais ça un peu à comme des grands crus, quoi. En soi, c'est aussi unique, on a la race spécifique, l'endroit où les moutons ont grandi. Au final, il va y avoir des différences d'une année sur l'autre parce que les moutons ne sont pas forcément... les conditions climatiques n'ont pas été les mêmes, n'ont pas été les mêmes, et du coup, il va y avoir des différences. Donc je trouve que ça a un côté vraiment hyper... Oui, c'est le grand intérêt, et c'est en ça que le terme de terroir que tu as choisi pour ta collection est vraiment chouette. C'est ça, c'est un terroir. En fait, on tricote un terroir, on travaille un terroir, exactement. Et on a un peu le même rapport avec les plantes, puisque d'une année à l'autre, en fonction du climat, la récolte peut être différente et la concentration en pigments des plantes peut être très différente. Et c'est vrai que entre une plante poussée proche de la Méditerranée et une plante poussée dans le nord de la France, on n'a pas forcément le même rendu de couleur, et le terroir joue aussi sur les plantes. Donc cette notion-là, elle est vraiment chouette, et c'est vrai que la sauvegarde de l'Avranchin, de l'aine à l'ouest, toutes ces démarches-là, elles sont super, parce qu'on garde de la richesse, on garde de la variété, on lutte contre l'uniformisation. Et en plus, je pense que, moi je ne suis pas éleveuse, mais
en ayant des bêtes qui sont adaptées au terroir, on se facilite énormément la vie, même si je pense que l'élevage c'est quelque chose de très très difficile, mais c'est plus simple d'avoir le mouton adapté à son environnement. Ça fait revenir aussi petit à petit des sources de revenus aussi supplémentaires pour les éleveurs qui élèvent pour la viande par exemple, qui apprennent aussi du coup à retrier leur laine, qui peuvent du coup récupérer aussi ce revenu-là qui avant était perdu, quoi. Exactement. Donc je trouve ça pas mal, au niveau vraiment local aussi pour les éleveurs. De retrouver ça, même économiquement. Oui, tout à fait, et c'est vrai que le développement des toutes petites filières de filature, des mini-milles, etc., va sans doute aider aussi ces éleveurs à pouvoir valoriser leur fil, parce qu'il faut... parce qu'ils n'ont pas assez de quantité. Voilà, et c'est vrai que c'est toujours dommage quand on entend... Enfin, c'est toujours dommage, c'est comme ça, l'équipement industriel, il est fait comme ça, mais c'est vrai que dans les filatures un peu importantes, ça leur arrive de mettre en commun des laines de plusieurs éleveurs pour pouvoir faire une production. Et après, ils repartagent ce qui a été produit entre les éleveurs. Alors, si tout le monde élève la même race, ça peut aller. De toute façon, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est chouette aussi de se dire, voilà, chacun peut avoir son fil ou avoir un système de coopérative pour effectivement produire un fil commun et de qualité, et avoir des circuits de distribution qui puissent être mutualisés. Ça, c'est chouette aussi. Ouais. Et donc de ton côté, il y aura peut-être de plus en plus de fibres de laine à aller récupérer à droite à gauche pour en faire de la teinture. Oui, moi mon objectif effectivement c'est de continuer à travailler avec des productions comme ça locales, dans la mesure du possible. J'ai très envie, j'ai très envie de continuer à faire des collaborations avec des éleveurs ou des coopératives et de pouvoir travailler effectivement à chaque fois une fibre. Là, je suis assez tentée. J'avais expérimenté en tant que fileuse les fibres des Préalpes. Et Laine Rebelle qui vient de se relancer à partir d'un troupeau qui avait déjà un petit peu commercialisé des fibres et des fils, enfin un ensemble de troupeaux si j'ai bien compris. Là, il lance des fils et je dois avouer que je suis assez tentée parce que ces fils-là ont une qualité d'élasticité qui est assez incroyable, et voir ça en teinture, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Voilà, donc je vais continuer à fureter. Tout à fait. J'ai hâte de voir ce que tu vas dénicher et faire avec toutes ces belles fibres. Merci beaucoup, je te montrerai. Et j'espère qu'on aura l'occasion de collaborer à nouveau. Ça a été un vrai plaisir de faire ce châle. Voilà, c'était quelque chose que tu voulais ajouter Non, je crois que j'étais très très bavarde. J'espère que j'aurais été, pas trop... j'ai un peu tendance à partir dans tous les sens. Bon, ça va. Voilà. Ouais, j'espère qu'on vous a convaincu de vous mettre aux laines naturelles, si ce n'était pas déjà le cas. Parce que là, vous avez deux convertis en face de vous. Voilà. La foi du converti. Et merci beaucoup Alice. Merci Solène. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode du podcast.